Merci Anne, merci pour l'invitation. Donc, je vais rentrer directement dans le concret. Effectivement, je travaille sur les inégalités sociales de santé. Donc l'idée de cette présentation, c'est de vous présenter une définition de ce que sont les inégalités sociales de santé, avant qu'on discute ensemble des déterminants de ces inégalités. Et je vous montrerai l'application à l'épidémie de Covid, puisque depuis 2 ans, on a été sollicité sur cette épidémie, mais en particulier sur les inégalités sociales sur cette épidémie. Et si on a le temps, je finirai sur quelles applications ça peut avoir, ces travaux, sur la recherche et sur la santé publique. Donc, quand je parle d'inégalité sociale de santé, je ne suis pas en train de parler de la population qui vit en situation de précarité versus le reste de la population. Je parle vraiment de nous tous, donc de différences systématiques évitables, c'est important, si elles ne sont pas évitables, on ne peut pas parler d'inégalité, et important dans le domaine de la santé qui s'observe en fonction des groupes sociaux. Donc, en fonction de la hiérarchie sociale, à chaque niveau de hiérarchie sociale, vous pouvez identifier un niveau de santé. Par exemple, un niveau d'espérance de vie. Et donc, c'est ça qu'on appelle les inégalités sociales de santé. Et donc, ça n'oppose pas la population la plus pauvre avec le reste de la population. Je dis ça parce que souvent, c'est ce qu'on imagine quand on parle d'inégalité. On imagine des personnes qui sont à la rue. Effectivement, c'est une problématique qui nous intéresse, mais c'est vraiment l'extrême de la distribution. Et tout ce qu'on connaît, on peut nous classer dans la hiérarchie sociale et donc attribuer un niveau de santé. Juste un point sur la précarité. Quand on parle de précarité, pour être honnête avec vous, je ne sais pas très bien de quoi on parle, puisque si on parle de personnes qui vivent sans domicile, on va parler de 300 000 personnes. Si par contre vous vous intéressez aux personnes qui vivent sous seuil de pauvreté, on sera à 9 millions de personnes en France. Donc même quand on parle de précarité, en fonction du type de précarité dont on parle, on ne s'intéresse pas du tout au même type de population. Et donc effectivement, ces inégalités, elles mettent en cause des processus et des déterminants qui sont à l'œuvre dans l'ensemble du corps social. Et en gros, les déterminants qu'on utilise, vous les avez listés ici, on les mesure classiquement par la position socio-économique, donc je vais pas mal en parler ce soir. La position socio-économique, on va l'aborder par le niveau d'éducation, par le niveau de revenu, par la catégorie socio-professionnelle. Mais il y a d'autres déterminants importants qui sont des déterminants sociaux de la santé dont on parle aujourd'hui de plus en plus, en particulier le genre, donc les inégalités hommes-femmes, qui ne sont pas des inégalités forcément génétiques, même si elles sont biologiques, elles peuvent être liées dans l'environnement dans lequel on vit, mais aussi l'ethnicité, l'orientation sexuelle, bref, beaucoup de déterminants qui peuvent conduire à la discrimination. Donc, quand je parle de gradient social de santé, je vous montre rapidement sur une figure à quoi ça correspond. Vous avez ici un abscisse d'âge et un ordonné de taux de mortalité. Et vous voyez que simplement, on a représenté le taux de mortalité de manière séparée chez les hommes et chez les femmes, et en fonction du niveau d'études. Vous voyez que plus ce niveau d'études est bas, plus le taux de mortalité est élevé. Et vous voyez bien que sur la figure en bleu, quand vous voyez le losange, c'est le niveau universitaire, on a un taux de mortalité qui est plus faible que pour la population qui a un niveau d'études secondaires, qui elle-même a un niveau plus faible que la population qui a un niveau technologique, qui elle-même a un niveau plus faible que le niveau primaire. Donc c'est ça un gradient. Et donc on l'observe chez les hommes et chez les femmes de manière plus ténue. Je parle bien de l'espérance de vie, là, de mortalité. Si je parlais d'espérance de vie en bonne santé, ce serait plus étendu chez les femmes. Et vous voyez que ce gradient, il se construit très tôt. Dès l'âge de 40 ans, chez les hommes, on commence à voir cette différence en fonction du milieu social. Et donc la question de recherche à laquelle on s'intéresse dans l'équipe, c'est pourquoi. Pourquoi on observe ça? C'est quoi les déterminants qui expliquent cette situation? On a des inégalités qui sont plus fortes chez les hommes, je vous l'ai montré, juste pour vous situer la France, c'est là où il y a la flèche rouge. Et vous avez les inégalités, on ne va pas parler d'indicateurs qu'on a utilisés, mais juste pour que vous compariez ça par rapport à la situation de nos voisins. La France est dans une situation qui est pire en termes d'inégalité que, par exemple, en Belgique, en Angleterre, en Écosse, au Danemark, en Suède, en Autriche. Donc on a une situation qui est vraiment particulière en France en termes d'inégalité, même si elles sont effectivement plus fréquentes chez les hommes. Et la mauvaise nouvelle, la France est ici, regardez que cette figure ici, cette courbe, c'est les inégalités depuis les années 70. On ne voit pas très bien ici, c'est les années 70, et là c'est les années 2010. Et on voit que depuis 40 ans, ces inégalités, au mieux, si vous êtes optimiste, elles sont restées stables autour de 2, au pire, elles ont un petit peu augmenté. Et chez les femmes, elles augmentent clairement. Ici, vous voyez, elles étaient très faibles, et là, elles sont en train d'augmenter. Et quand vous regardez l'ensemble de ces courbes, on voit que dans l'ensemble des pays d'Europe,
ces inégalités s'aggravent. Donc on est dans une situation en Europe, et particulièrement en France, où les inégalités sociales de santé augmentent, ce qui aboutit à une situation qui est paradoxale, puisqu'on a une espérance de vie qui s'élève en France et qui est plutôt élevée par rapport à d'autres pays, mais les écarts entre les groupes sociaux sur cette espérance de vie qui s'aggrave. Ça, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez. Ça aboutit à la situation suivante, c'est que quand vous comparez les hommes ouvriers avec les hommes cadres, vous avez 6 ans d'écart d'espérance de vie entre un homme ouvrier et un homme cadre. C'est vrai dans les années 2010, c'était déjà le cas dans les années 70. On n'a pas réussi à régler cet écart. Ça peut vous paraître un résultat anodin, mais quand on parle par exemple de la réforme des retraites, il y a quand même des gens qui arrivent à un âge à la retraite. Premièrement, ils n'y arrivent pas tous, et deuxièmement, ils n'y arrivent pas dans le même état de santé. Donc c'est des choses à considérer quand on parle d'équité. Je ne parle pas d'égalité qui dit qu'on part tous au même âge. L'équité, c'est de tenir compte des différences entre les groupes. Et donc on voit qu'on n'a pas réduit ça depuis 30 ou 40 ans. On voit aussi un résultat que l'on constate tout le temps dans nos études, c'est que l'espérance de vie chez les hommes est plus courte, plus faible que les femmes. Vous voyez bien qu'un homme cadre a une espérance de vie qui est équivalente à celle de l'espérance de vie d'une femme ouvrière. Donc on a des phénomènes à la fois sociaux et de genre. Pour fixer aussi des idées, avec la Covid, on en a parlé quand même, là je vous présente les causes de mortalité en France. De quoi on meurt? Quand on s'intéresse à l'espérance de vie et aux inégalités, il faut se demander de quoi la population meurt. En France, on meurt majoritairement des cancers et des maladies cardiovasculaires. Très majoritairement. Très majoritairement. Dans mon domaine, en santé publique, tout le monde dit que c'est une priorité de santé publique le sujet sur lequel il travaille. Ça dépend de quoi on parle. Quand on s'intéresse au Parkinson, c'est important, mais vous voyez, le terme de mortalité, c'est pas tout à fait pareil que les tumeurs. La moitié des décès sur une année en France sont liés au cancer et aux maladies cardiovasculaires. Donc, sur les 580 000 décès par an, 580 000, première année de Covid, 70 000. 580 000 sur une année. 50 000 décès par mois de manière habituelle sur une année normale. Pour fixer aussi les idées, on en a plus de 300 000 qui sont liés au cancer et aux maladies cardiovasculaires. Et pour vous convaincre encore plus que le cancer est le principal déterminant de ces inégalités de mortalité, vous voyez ici la probabilité que l'on a d'avoir certains types de cancers en fonction du lieu où on habite. Sur la gauche du graphique, vous voyez des gens qui ont plus de risques d'avoir un cancer, les gens qui habitent dans les zones défavorisées par rapport à ceux qui habitent dans les zones favorisées. Et donc vous voyez que la probabilité d'avoir un cancer de la lèvre, du pharynx, du poumon, de l'œsophage, du foie, de l'estomac est bien supérieure pour les populations qui vivent dans les zones qui sont défavorisées. Mais de manière aussi intéressante, vous voyez que, à l'inverse, le risque de cancer, donc du mélanome, de cancer de la prostate, il est plus élevé chez les gens qui habitent dans les zones favorisées. Donc là, je vous le présente pour les hommes. Vous avez le même phénomène chez les femmes, à peu près les mêmes types de cancers qu'on retrouve plus fréquemment chez les personnes qui vivent dans les zones défavorisées. Et vous voyez que le mélanome, le cancer de l'ovaire, le cancer du sein sont plus fréquents dans les populations favorisées. Et ça, on y viendra après, mais évidemment, vous avez probablement en tête que sur le sein, par exemple, il y a un dépistage. Sur le mélanome, je serais curieux de savoir qui voit fréquemment un dermato ici. Vous voyez un dermato quand vous avez des problèmes de peau, pas forcément de manière régulière. Ça explique ce type de résultat. Donc, pour entrer un petit peu dans les pistes d'explication, dans les déterminants des inégalités sociales de santé, je vais commencer par ce que j'entends le plus souvent. C'est à cause du système de santé. En France, on a une tendance à considérer que la santé égale aux soins. Vous allez voir que c'est beaucoup plus large que ça. Et donc, le premier déterminant qu'on me propose quand je parle des inégalités sociales de santé, c'est le système de santé. Alors, c'est vrai qu'il a une influence. Il a une influence forte, en particulier sur la prise en charge. Donc, quand on regarde, je vous parle de cancérologie parce que c'est un domaine qu'on investigue pas mal dans l'équipe, il y a des inégalités tout au long du parcours quand on est pris en charge pour un cancer. Donc ça, c'est des données colligées qui viennent de France. On n'a pas la même probabilité d'avoir un cancer. On n'a pas la même probabilité d'être diagnostiqué de manière précoce en fonction de son milieu social. On n'a pas la même probabilité d'avoir des traitements identiques en fonction de là où on habite ou en fonction de son milieu social. On n'a pas non plus la même probabilité de surveillance. Ici, les décès de phase 1, c'est l'accès à l'innovation. Les gens qui ont accès aux traitements innovants en premier. C'est aussi plus fréquent dans des populations qui sont favorisées. Et évidemment, tout ça, ça aboutit à des écarts de survie
Et la probabilité de survivre à un même cancer de même stade n'est pas du tout la même en fonction du milieu social. Donc ça, c'est des facteurs qui sont vrais, y compris en France, avec un système universel du système de santé. Ça n'empêche pas ces inégalités. Mais je fixais directement les choses par rapport au poids du système de santé. Ça, c'est des données de l'OCDE qui ont regardé quel serait l'impact en termes de gain d'espérance de vie si on augmentait de 10% les dépenses de santé, si on baissait de 10% le tabagisme, si on baissait de 10% la consommation d'alcool, si on augmentait de 10% les revenus. Et vous voyez que si on augmentait les dépenses de santé de 10%, on augmente l'espérance de vie de 3 mois et demi. Si on fait la même chose sur les revenus, c'est 2,2 mois, avec l'éducation, c'est 3,2. Les deux se somment. Donc si vous augmentez les revenus de 10% et le niveau d'études moyen de la population de 10%, vous augmentez du double l'espérance de vie par rapport au système de santé. Et donc nos collègues québécois ont montré que sur les 30 années d'espérance de vie gagnées sur le siècle dernier, il y en a 8 qui sont attribuables au système de santé, 22 qui sont attribuables aux conditions de vie. Aujourd'hui, sur 100 € qui sont mis dans la recherche, 92 € c'est pour les soins, 8 € c'est pour la prévention. Donc on est massivement en train de faire des recherches sur la partie qui explique le moins les gains d'espérance de vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de recherche sur le système de santé, évidemment, mais d'imaginer qu'on va soigner la plupart des gens avec des traitements, c'est moins efficace que d'empêcher qu'ils soient malades. Avec la Covid, on a eu une démonstration assez évidente de ça. Donc il y a d'autres phénomènes qui sont importants, donc les comportements de santé, je vais y revenir, et ce qu'on appelle les déterminants socio-économiques de santé, c'est-à-dire l'endroit où vous vivez va jouer sur votre santé, ce que vous allez respirer, ce que vous allez, le bruit que vous allez être exposé, plein de choses, et aussi les relations sociales, donc je vais vous détailler un petit peu ces parties. Et ça a une influence très forte sur l'incidence des maladies. Ces facteurs comportementaux ou les déterminants socio-économiques, c'est ce qui explique le plus le fait qu'on développe une maladie. Donc sur les comportements, alors je vais faire un peu de prévention, vous avez ici l'évolution de la prévalence du tabagisme en France. C'est nul comme résultat. Je ferais l'Australie, on serait aux alentours de 5% de gens qui fument. En France, il y a à peu près 30% de gens qui fument. Et là, ici, vous avez la moyenne en bleu, en foncé, à peu près, vous voyez, 25,5% en 2020. Les hommes fument plus que les femmes. Ça, c'est des résultats qu'on a à l'étude. On sait qu'on n'est pas très bon en France sur le tabagisme, que les hommes fument plus que les femmes. Ce qui est plus embêtant, c'est ce type de résultat. C'est comment cette prévalence évolue au fur et à mesure du niveau d'études. Donc vous voyez qu'en tout début, en année et demie, il y avait finalement très peu d'écart en termes de prévalence. Tout le monde fumait un peu. Quel que soit le niveau d'études des populations, tout le monde fumait à peu près de manière équivalente. Regardez ce qui s'est passé 20 ans après. 20 ans après, on est à 17% de prévalence de tabagisme dans les populations qui ont un niveau universitaire. Et on est à 35,8% chez ceux qui n'ont pas de diplôme, qui sont arrêtés par exemple au certificat d'études. On a maintenant presque 20 points de pourcentage. Donc ça fait 20 ans qu'on fait de la prévention, voilà ce qu'on a créé. Donc quand je discute de ces chiffres avec des gens qui font de la prévention, c'est dur pour eux. Parce qu'ils y croient. Mais en fait, les gens qui se saisissent le mieux des messages de prévention, ce sont ceux qui sont les plus favorisés. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'ils le fassent. Mais ça veut dire que si on veut réduire les inégalités, ça pose question. Ce soir, les gens qui viennent écouter ce type de discours, c'est probablement pas ceux qui auraient le plus besoin d'entendre ça. Donc ça, c'est vrai pour le niveau d'éducation. Je vais aller vite. C'est vrai pour le revenu. C'est vrai en fonction de l'activité professionnelle. Quel que soit l'indicateur que j'utilise, le tabagisme est un marqueur social. Deuxième marqueur social, l'indice de masse corporelle. Vous voyez la probabilité ici d'avoir, donc là c'est la proportion d'obésité. On utilise un indice qu'on appelle l'indice de masse corporelle, donc c'est la taille, c'est le poids divisé par la taille au carré. Et quand vous avez ce résultat supérieur à 30, c'est ça qu'on définit comme étant l'obésité. Vous voyez que chez les cadres, cette proportion elle est de 8%. Vous voyez qu'elle augmente comme un escalier. Elle augmente un petit peu plus chez les professionnels intermédiaires, 12, employés administratifs, 16, employés de commerce, 17, etc. Donc là encore, évidemment à l'échelle individuelle, vous pouvez vous tromper quand vous allez imaginer le milieu social d'un individu quand vous allez voir son IMC, mais à l'échelle d'une population, ça marche très bien. Aujourd'hui, l'indice de masse corporelle est un marqueur social. Donc les comportements ne sont pas individuels, comme on les appelle.
On appelle ça des comportements individuels. Tous les cadres n'ont pas décidé de manger ou d'avoir une activité physique qui leur permet d'avoir un IMC bas, et tous les agriculteurs n'ont pas décidé de manger comme il ne fallait pas, ou de ne pas faire les activités qu'il faut au niveau physique pour avoir un IMC élevé. Quand on met tous ces comportements dans les modèles, donc là vous voyez, tabac, activité physique, alcool, habitudes alimentaires, on est loin d'expliquer l'ensemble des inégalités sociales de santé. Si les ouvriers, pour faire simple, avaient les mêmes comportements que les cadres, en termes de tabac, d'activité physique, d'alcool et d'habitudes alimentaires, on réduirait l'écart de 25% de mortalité. Ça veut dire que 75%, ce n'est pas les comportements. Réfléchissez aujourd'hui à la prévention. On vous dit de courir, on vous dit de manger, on vous dit de faire attention, on vous dit plein de trucs. Ces comportements-là, c'est 25% d'inégalité en termes d'explication. Donc il faut chercher des explications ailleurs. Et donc pour chercher ces explications ailleurs, on s'intéresse aux déterminants socio-économiques de la santé. Donc on appelle ça, on divise ça en deux, exposition dite matérialiste et psychosociale. C'est quoi les interventions matérialistes? En gros, c'est l'environnement physique et matériel dans lequel nous vivons. Donc évidemment, vivre à la campagne à côté de pesticides, ça ne va pas tout à fait avoir le même effet sur notre santé si on vit en ville, avec une pollution urbaine qui va être différente. Et donc tout ça, c'est extrêmement important en termes d'impact sur la santé. Et je vous montre juste à quel point, en fonction de sa catégorie socio-professionnelle, elle n'est pas exposée pareil. Ça, c'est des études qui ont été faites sur la population de salariés en France, vous voyez, près de 22 millions d'individus, être exposés à au moins 3 produits chimiques dans son travail. Quand vous regardez cette proportion, de manière assez évidente, les cadres sup sont moins exposés que les ouvriers. Mais ce qui est un petit peu dramatique sur cette diapositive, c'est que là, on est dans les années 90 et ici, on est dans les années 2010. Et ce qu'on voit, c'est que la proportion chez les cadres d'exposition en moins 3 produits chimiques, elle est restée stable, voire elle a baissé, 3,9 à 2,7. Par contre, chez les ouvriers, qu'ils soient qualifiés ou non qualifiés, elle a augmenté. Donc l'exposition à des produits chimiques dans le cadre de son travail, ça augmente. Ça aussi, il paraît qu'il y a plus d'ouvriers en France, que tout ce qu'on voit de l'époque a disparu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a toujours des gens qui, en fonction de leur travail, sont exposés à des produits, et ces expositions-là ont un impact sur la santé. Quand je parle aussi de l'environnement matériel, je ne parle pas uniquement de vous à titre individuel. Je parle aussi du contexte dans lequel vous êtes. Ici, je vous montre juste que sur l'obésité, c'est un travail qui a été mené par des collègues de Paris, se sont intéressés au risque d'obésité. Donc, effectivement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le revenu, le niveau d'études est lié à la probabilité d'être obèse. Sauf que, indépendamment de ces facteurs-là, l'endroit où vous vivez, seul, explique une partie du risque d'être obèse. Et quand vous vivez dans des quartiers qui sont des quartiers riches, les gens qui sont dans ces quartiers, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres, ont moins de risques d'être obèses. Et inversement. Et ça s'explique par quoi? Ça s'explique par le fait que pensez à Toulouse. Regardez qui est à côté d'un jardin, qui va leur permettre de pouvoir marcher, faire du sport. Regardez la répartition des restaurants en Toulouse. Où est-ce que vous avez des fast-foods? Où est-ce que vous avez des alimentations qui sont saines et bonnes pour la santé? C'est pas réparti du tout au hasard, c'est réparti beaucoup en fonction du niveau de revenu des gens qui sont autour. Et encore une fois, les gens les plus favorisés seront ceux qui auront accès à des services de meilleure qualité. C'est pour ça que l'endroit dans lequel on vit participe à expliquer les inégalités sociales. Ça, c'est très facile d'intervenir dessus. Pas besoin de demander aux individus de changer de comportement. La politique de la ville, c'est une politique qui permet de changer le cadre dans lequel on vit. Les autres types d'explications, en dehors des matérialistes, les explications psychosociales, c'est des choses sur lesquelles on travaille un petit peu plus dans l'équipe. C'est par exemple les relations sociales que l'on a avec les individus, les traits de personnalité, mais aussi les contraintes organisationnelles, je pense par exemple aux contraintes professionnelles. Et donc ça évoque le rôle du stress. Donc là, je vais parler un petit peu du stress. Le stress en soi, c'est pas une mauvaise nouvelle. Et souvent cette image, quand on voit une menace, soit on crie, soit on s'échappe. C'est fly or fight. Donc soit on s'en va, soit on combat. Donc évidemment, c'est une réaction de survie quand on voit une menace. Donc c'est une réponse biologique et normale. Donc déjà, le stress en soi, c'est quelque chose de normal. C'est pas quelque chose de mauvais, par essence. On a un axe hypothalamo-hypophysaire qui réagit et qui répond. Ça a un effet sur énormément de systèmes physiologiques. Le fait d'être stressé, ça va nécessiter de votre organisme de l'énergie, de manière momentanée pour réagir. Cette énergie-là, il va aller la prendre
dans différents endroits. Si on reste dans cet état de sur-régime pendant trop longtemps, ça devient problématique. Et finalement, le stress devient problématique quand il est chronique. Et donc, on a des évidences biologiques qui montrent comment des expositions à des stress, notamment chroniques, peuvent influencer le fonctionnement biologique. Là, je vous montre juste des choses. On en parle très très peu. Stress et cancer en France, on n'en parle pas trop, parce que ça fait de suite très ésotérique, pas très sérieux. Là, c'est des données qui datent, hein, vous voyez, de 2006, dans une revue qui est une très très grande revue, et il vous montre sur cette figure comment, tout en haut, l'isolement social, les événements négatifs durant la vie, bref, énormément d'expositions sociales jouent sur le système de réponse au stress qui, lui, par ricochet, va jouer sur notre réponse immunitaire, sur la capacité à développer des vaisseaux, sur la prolifération des tumeurs. Donc aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut, avec des modèles animaux et des modèles humains, pour arriver à expliquer ces phénomènes-là. Sauf que ça, c'est pas la même chose que, j'y reviendrai juste après, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu ma femme, et 6 mois après, j'ai fait un cancer, donc c'est à cause de cette perte. Je parle de stress chronique, sur le long terme, pas de stress forcément aigu. Donc on a aussi des littératures épidémiologiques qui montrent le lien entre stress et maladies chroniques, notamment maladies cardiovasculaires. Je ne vous souhaite pas, mais si vous avez une maladie cardiovasculaire, une des premières questions qu'on va vous poser, c'est est-ce que vous êtes stressé? Et on va essayer de vous faire travailler votre rapport, par exemple, à votre boulot, pour justement désactiver les systèmes qui peuvent agir sur la fonction cardiaque. On a aussi des résultats qui sont parfois contradictoires, je vous parlais du cancer, et c'est en partie dû au fait à la façon dont le stress a été mesuré. C'est pas du tout pareil de parler de stress aigu ou de stress chronique, je vous l'ai dit. La temporalité aussi est importante. Je vais vous montrer des résultats de l'équipe par la suite. Quand les stress surviennent pendant la toute petite enfance, ils ont un impact beaucoup plus durable que quand ils interviennent à l'âge adulte. Donc si vous interrogez un adulte sur le stress qu'il a aujourd'hui, par rapport au cancer qu'il va avoir l'année d'après, c'est peut-être pas ce stress-là qu'il fallait interroger. Et aussi, on a un problème de mesure, ça en épidémiologie c'est classique. Quand vous demandez aux gens de vous raconter leur enfance, quand ils sont adultes, l'enfance qu'ils vous racontent est un peu fantasmatique. Il y a plein de travaux qui montrent en psycho comment on reconstruit des souvenirs. Et donc, quand vous utilisez ce type d'informations, vous savez qu'elles ne sont pas véritablement vraies, entre guillemets. Elles sont vraies par la personne, elles ne sont pas vraies forcément en termes de survenue d'événements. Et donc, on a un lien entre stress chronique et pathologie chronique qui est une relation qui mérite d'être investiguée. Donc c'est pour ça qu'on y travaille. Mais ça nécessite de définir ce qu'on appelle les expositions stressantes. C'est quoi dans l'environnement social qui est stressant et quels mécanismes biologiques peuvent être impliqués. Et donc là, je fais un lien avec ce que disait Anne tout à l'heure. Donc, quelles expositions stressantes? Je vous ai dit que ce n'était pas les stress aléatoires. Donc, on ne va pas forcément s'intéresser à un divorce, à un décès dans une famille. Ce n'est pas ces événements-là qu'on va forcément prendre. Sauf s'ils sont extrêmement aigus. Typiquement, les attentats du Bataclan, il y a des cohortes de ces personnes qui ont subi l'attentat et qui sont suivies à long terme pour regarder comment ce stress extrêmement aigu joue sur leur état de santé. Mais je vous parle de stress systémique. Donc c'est celui qui est lié au stress au travail, c'est celui qui est lié aux discriminations, c'est celui qui est lié au stress durant l'enfance. C'est ces stress-là qui nous intéressent. Et d'ailleurs, pour certains domaines, je ne vais pas le détailler aujourd'hui, on a des échelles de mesure qui, par exemple, nous permettent de mesurer le stress au travail, qui sont vraiment très simples à utiliser et qui, en fonction de la façon dont les gens vont répondre à ce questionnaire-là, permet de savoir si les individus sont dans une situation stressante ou pas stressante. Ça, c'est un travail qu'on a fait, nous, dans l'équipe, sur l'adversité durant l'enfant. Qu'est-ce que c'est que ça, je voulais juste vous montrer qu'il n'y avait pas que le stress au travail. C'est le fait d'avoir grandi dans un foyer, par exemple, à l'ASE en France. C'est le fait d'avoir eu des parents qui avaient des problèmes de drogue, de substances psychoactives. C'est le fait d'avoir eu un travailleur social qui a visité à domicile et qui a dit que l'enfant était négligé en termes alimentaires, négligé en termes de besoins. Et quand les enfants ont été exposés à ça, on a montré ce que vous voyez ici. Le fait d'avoir été exposé à des adversités dans les 15 premières années de sa vie, c'est associé à un plus grand risque de cancer à l'âge adulte et de mortalité avant l'âge de 50 ans. Et ça s'explique par le fait que quand on a été exposé à des adversités, on a plus de risques d'avoir des comportements à risque, on a plus de risques d'avoir des métiers qui nous exposent, mais on a aussi cette flèche au milieu-là, qui n'est pas expliquée par ces phénomènes-là. Et ça sous-entend pour nous, et c'est ce qu'on a appelle par la suite, il y a des mécanismes biologiques qui sont modifiés dès tout petit. Et cette modification-là, elle peut impacter l'état de santé à l'âge adulte.
Donc quel type de mécanisme? Je vous l'ai dit tout à l'heure, axe hypothalamo-hypophysaire, système de réponse au stress. Mais on a d'autres indicateurs, donc le nom, on pouvait oublier, une charge allostatique, c'est un peu une usure physiologique. À une époque, on disait qu'on avait l'âge de nos artères. C'est pas faux, mais c'est pas totalement vrai. On a d'autres marqueurs qui peuvent nous permettre d'aller travailler sur le stress. Je vous montre ici, toujours pareil, le même mécanisme. Vous voyez, vous avez tout en haut le stress, le cerveau va appréhender ce stress, on va avoir des réponses à la fois comportementales mais aussi physiologiques. Et ces réponses physiologiques, quand elles sont activées tout le temps, si tous les jours au travail je vous dis que vous êtes nul, que vous êtes une merde, que tout ce que vous faites est ridicule, si tous les jours je vous le dis, sans même vous toucher, j'agis sur votre santé. Parce que l'état de stress dans lequel vous allez vous mettre, de manière chronique, va altérer votre état de santé. Et cet état de stress, on l'appelle la charge allostatique, l'usure physiologique. Et on a travaillé sur cette mesure, peu importe, et c'est le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure sur le cancer et la mortalité, et on a trouvé la même chose. C'est-à-dire que tout se passe comme si, quand on a été exposé à des stress dès tout petit, on vieillit plus vite. Physiologiquement, on vieillit plus vite. Et maintenant, on arrive à mesurer ce vieillissement physiologique. On a des mesures qui nous permettent de voir qu'on n'a pas tout à fait l'âge qu'on a chronologiquement, et qu'il y a des gens qui sont plus vieux que leur âge chronologique et d'autres qui sont plus jeunes que leur âge chronologique. Et dernier point, je ne vais pas rentrer dans le détail, on a des mécanismes épigénétiques. Donc qu'est-ce qu'on appelle mécanisme épigénétique? C'est en gros tous les mécanismes, je fais vraiment très simple, c'est tous les mécanismes qui viennent gérer et qui viennent moduler la façon dont les gènes s'expriment. Toutes les cellules de mon corps, elles ont les mêmes informations en termes d'ADN. Et pourtant, il y en a une qui me permet de vous parler, il y a une cellule qui me permet de vous comprendre, il y a une cellule qui permet de vous entendre. Et pourtant, elles ont tout le matériel génétique le même. Sauf que ce n'est pas les mêmes gènes qui s'expriment au même moment. Et ça aboutit à cette différence. Et en fait, on montre qu'en fonction des milieux dans lesquels on a grandi, la façon dont certains gènes vont s'allumer, s'exprimer, diffère. Et donc on commence à montrer comment l'environnement dans lequel on évolue est susceptible de modifier directement le fonctionnement biologique. Donc les inégalités sociales de santé, ce n'est pas une responsabilité individuelle. Un enfant qui est dans un milieu donné, qui l'expose à ces modifications-là, il est responsable de rien. Donc en termes de politique, c'est important. Et donc tout se passe, in fine, comme si le milieu social pouvait agir de deux grandes façons. C'est pour fixer des idées par rapport à tout ce que je vous ai dit là. Le milieu social, il peut agir sur votre santé via, et la mienne, sur la nôtre, via des expositions dites exogènes. À cause de notre milieu social, on est exposé à des molécules qui sont externes à notre corps au départ, qui vont pénétrer notre organisme, qui vont jouer sur notre état de santé. Le tabac, la pollution de l'air, les pesticides, l'alcool, l'alimentation. Mais on a aussi des expositions endogènes. On n'a pas besoin d'ingérer ou d'inhaler une molécule extérieure. Juste par l'interaction qu'on a avec autrui, la stimulation de systèmes physiologiques normaux, classiques, peuvent altérer l'état de santé. Donc le milieu social, il peut agir via ces deux grandes voies. Donc j'ai fait le point sur ce que je voulais vous dire sur les inégalités sociales, et là je vais parler d'application Covid. À quoi ça sert ça quand il y a eu l'épidémie de Covid? Donc quand il y a eu l'épidémie de Covid, à la lumière des résultats que je vous ai présentés là et de nos connaissances, on a fait plusieurs hypothèses dans l'équipe. Et ça, on l'a fait dès mars 2020. On entend parler du Covid, ça commence à devenir un problème, confinement. Dès le début du mois de mars 2020, on fait deux grandes hypothèses. On a imaginé que le risque d'infection était socialement différencié. On a fait l'hypothèse que le risque d'infection était moins élevé au début et plus élevé aujourd'hui dans les groupes socialement moins favorisés. On a imaginé que les gens qui étaient très favorisés, ce sont d'abord eux qui se sont contaminés, mode de vie mondialisé, ils voyagent, ils se mettent en contact avec le virus, ils l'ont ramené chez eux, et une fois qu'ils l'ont ramené chez eux, ils ont été en télétravail, ils sont plus sortis parce qu'ils ont des boulots qui le permettent. Ceux qui ont continué de s'infecter, ce sont des gens qui n'ont pas ces moyens de protection pour travailler à l'extérieur. Voilà l'hypothèse qu'on a faite. On a fait une deuxième hypothèse, c'est qu'une fois qu'on était malade, les gens qui faisaient des formes graves, c'était pas n'importe qui, c'était plutôt des gens qui étaient moins favorisés. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus de comorbidité. Et ils ont aussi une susceptibilité biologique, je viens de vous en parler. Si vous vous souvenez, on parlait d'orage inflammatoire à une période. Mais vous croyez que l'orage inflammatoire, c'est tout le monde qui peut le faire de la même façon? Quand vous avez déjà l'état inflammatoire qui est un peu activé de par votre vie, forcément le risque
que votre système immunitaire surréagisse parce que vous avez déjà un niveau basal qui est élevé, il est plus élevé. Voilà ce qu'on a fait comme hypothèse, et donc on a écrit un projet. On n'a pas été chercher bien loin pour le nom. On l'a appelé Épidémique, et on a été financé par l'Agence nationale de la recherche pour travailler là-dessus. Je vais vous montrer les résultats qu'on a eus. On a utilisé des données qu'on a développées nous-mêmes, ou qu'on a participé à développer. Donc Anne était dans le groupe, donc baromètre Covid, initiative citoyenne, en tout cas, pas du tout une base qui a été développée par la recherche au départ, échantillon représentatif de la population française, plusieurs vagues, et on a travaillé sur un échantillon, vous voyez, entre le 7 avril et le 5 mai, de plus de 20 000 personnes. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que l'infection au Covid, sans surprise, était liée à l'activité professionnelle. Plus on était à domicile, moins on avait de risque d'être infecté, et donc les individus qui travaillent en dehors du domicile, durant le confinement, avaient plus de risques d'être diagnostiqués par le Covid. Et parmi les individus diagnostiqués, ceux qui travaillaient en dehors du domicile, c'était principalement des professionnels intermédiaires ou des employés. Donc assez logiquement, par rapport à l'hypothèse qu'on avait imaginée, c'est que quand vous êtes en contact avec des gens, les soignants, c'était la profession caricaturale pour ça, vous avez plus de risques d'être infecté. Et cette infection au Covid, elle était liée au surpeuplement du logement. Ce qu'on voyait de manière très claire, c'est que les personnes qui vivaient à beaucoup dans des logements qui étaient petits avaient beaucoup plus de risques d'être infectés. Donc vraiment, c'était un marqueur extrêmement important, la densité du logement. Un deuxième point, donc celle-là elle est chargée, donc c'est juste le deuxième point qui compte. On avait remarqué au début que les femmes avaient plus de risques d'être infectées par le SARS-CoV-2, et donc des collègues biologistes ont de suite imaginé que c'était une raison génétique. Vous observez une différence entre hommes ou femmes, la première hypothèse qu'on fait, c'est génétique. Vous observez une différence entre noir et blanc, la première hypothèse que vous faites, c'est que c'est génétique. Moi, la première hypothèse que je fais, c'est que c'est social. Et j'ai plus souvent raison que ceux qui imaginent que c'est génétique. Parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gènes qui sont liés au Covid, mais la part de variance qui est expliquée par les gènes, elle est relativement faible. Et donc on a regardé ça en se disant, bon, est-ce que vraiment c'est parce que les femmes, elles ont des particularités génétiques ou les hommes, en miroir, qui expliquent ça? En fait, non. Ce qu'on s'est aperçu, ce qu'on a montré, c'est que quand on tenait compte de la profession des femmes, il n'y avait plus du tout de surrisque pour les femmes d'être infectées. C'est les métiers qu'elles font qui les exposent. Et là, je vous parle de quelque chose d'important ici. Je vous parle du genre. Le genre, c'est pas une théorie fumeuse qu'on a pu entendre il y a quelques années au niveau des médias. Le genre, c'est le fait que si vous élevez une fille comme une fille et un garçon comme un garçon, quand je dis ça, c'est comme ça se définit en fonction du temps, de l'espace, de l'histoire, ça va avoir un impact sur sa biologie. Si vous élevez une fille depuis tout petite, dans la discussion avec autrui, dans le langage, dans l'expression des émotions, et que les garçons, vous les élevez dans la compétition, l'activité physique. Si vous faites une IRM à l'âge de 20 ans, vous trouverez des différences de conformation du cerveau entre les hommes et les femmes, qui n'ont rien d'inné, rien. C'est acquis. Parce que c'est comme ça qu'on les a élevés. Et ça s'appelle du genre. Et ça, c'est modifiable. D'ailleurs, aujourd'hui, on en entend beaucoup parler. Et donc, on a des différences qui sont des différences de genre et pas des différences de sexe. Même si dans la vraie vie, les deux se combinent. Un deuxième travail qu'on a eu la chance de faire avec Santé publique France, pour tous ceux qui ont fait des tests contre le Covid, pour le Covid, vous êtes dans cette base qui s'appelle CIDEP. Tous nos tests sont là-dedans. Et le résultat, positif ou négatif. Et donc on a eu la possibilité d'utiliser ce système qui a été créé en mai 2020 pour enregistrer l'ensemble des résultats sur le territoire des tests pour le Covid. Et donc on a pu travailler sur ces données. Qu'est-ce qu'il y a dans ces données? Il y a le sexe, l'âge, l'adresse résidentielle, le fait que la personne soit un travailleur social et de santé, et les symptômes. C'est super, mais c'est pas suffisant quand on veut travailler, mais c'est déjà pas mal. Et on n'a pas d'information sociale, vous voyez, mais on a l'adresse. Et grâce à l'adresse, on peut attribuer des informations sociales aux gens en fonction de là où ils habitent. Et donc on a travaillé là-dessus, et on a publié un résultat qui est sorti assez récemment, qui montre quoi? Qui montre que, là, c'est les gens qui vivent dans le quintile, on a divisé en 5 la richesse de la zone dans laquelle les gens habitent. Quand vous habitez dans la première catégorie, vous habitez dans les quartiers qui sont les plus favorisés, et quand vous habitez dans le quintile 5, c'est là où c'est le plus défavorisé. Et vous voyez le risque, on a 1,2 fois plus de risque d'être contaminé quand on vit dans des zones qui sont défavorisées. 1,2, c'est 20% de risque en plus.
On a aussi plus de risques d'avoir un taux de positivité élevé. Ça veut dire que quand on fait un test, on a plus de chances que le test il soit positif. Et ce qui est assez perturbant dans cette figure, c'est que tout ça c'est vrai, alors même qu'on ne se fait pas plus dépister dans les quartiers qui sont défavorisés. Donc ils ne se font pas plus dépister, voire même un peu moins, mais quand ils sont dépistés, ils ont plus souvent une maladie. Donc ça, on l'a fait, je vais passer vite, on l'a fait par zone. Ça, regardez pas ce qui est à gauche, regardez ce qui est à droite. Les inégalités que je viens de vous montrer, elles sont plus marquées dans les zones qui sont très peuplées. On n'a pas du tout observé ça pour les gens qui vivent à la campagne. Pour les gens qui vivent à la campagne, il n'y avait pas d'inégalité. Par contre, plus vous vivez dans une zone densément peuplée, plus on observe ce résultat. Et ça, je vous montre une cinétique, parce que moi, ça, c'est des figures qui me parlent et que je trouve hallucinantes quand on y réfléchit. Le bleu en haut, c'est les gens qui vivent dans les zones qui sont les plus défavorisées. Tout en haut, c'est l'incidence. Et à gauche, c'est le début de l'épidémie, à droite, c'est tout récemment. Les bleus, ils sont toujours au-dessus. Les gens qui se sont contaminés en France au Covid sont plus fréquemment des personnes qui vivent dans des zones défavorisées. Je ne suis pas sûr que vous l'ayez beaucoup entendu dans les médias, ça. Et ça, on l'a entendu à un certain moment, mais qui s'infecte, comment ça évolue, et vous voyez, ça monte et ça descend. Qu'est-ce que c'est, ces montées et ces descentes? C'est en fait lié aux décisions qui sont prises par les gouvernements. Donc vous avez un premier trait, c'est le confinement, un deuxième, on réouvre, et donc vous voyez que pendant qu'on est confiné, c'est les personnes les plus défavorisées qui sont contaminées. Quand on réouvre, hop, tout le monde se réinfecte, donc on voit moins ce surrisque chez les gens qui sont défavorisés, et puis dès qu'on reconfine, hop là, on revoit apparaître ce surrisque dans les populations défavorisées. Et donc juste vraiment pour terminer sur ce travail-là, on a donc confirmé les hypothèses que l'on avait sur l'exposition au Covid au niveau des hypothèses initiales que l'on faisait. Et concernant donc la prise en charge, on aimerait utiliser ce qui s'appelle CIVIC. Alors CIVIC, CIDEP, CIVIC, on a beaucoup d'acronymes toujours en France. CIVIC, ça veut dire Système d'information pour le suivi des victimes d'attentats et des situations sanitaires exceptionnelles. Face aux attentats, pour suivre l'évolution de ces gens en termes de santé, l'État français a développé ce qu'il a appelé cette base CIVIC. Elle sert aussi dans les situations de crise sanitaire. Elle a été créée en 2016, suite aux attentats de Paris, vous voyez. Et qu'est-ce qu'elle a dedans comme information? Un peu comme celle de CIDEP. Le sexe, l'âge, l'adresse, la prise en charge hospitalière, la personne à contacter si jamais il y a un problème. On a écrit un projet scientifique pour pouvoir utiliser ces données. Oubliez le législateur. En France, on nous dit, je sais pas, vous avez peut-être entendu ça dans les médias, que c'est très facile d'accéder à vos données. Que maintenant, avec le big data, on peut faire ce que l'on veut. Là, je vous donne un exemple de vraie vie. Pour accéder aux données hospitalières, si moi je passe à l'hôpital, pour avoir mes données sur le fait de savoir si j'ai été en réa, pas en réa, si j'ai été ventilé, pas ventilé, pour avoir accès à ces données, il nous a fallu 18 mois. Sur une épidémie, 18 mois, au moment où vous avez les données, c'est mort. On est ridicule par rapport à nos voisins anglais, alors même qu'on parle tout le temps de big data. En France, on est extrêmement protégé sur les données personnelles, et quand on fait de la recherche, on connaît bien la problématique. Je peux vous dire que quand j'entends qu'on utiliserait les données pour faire n'importe quoi en France en recherche, c'est du fantasme. J'adorerais. Mais c'est pas le cas. Il faut qu'on demande des permissions, ce qui est logique, mais ça prend du temps. Donc pour conclure sur cette partie de l'épidémie, et après je finirai rapidement sur des interventions, inégalité sociale sur le surrisque d'infection, on l'a trouvé dans ce projet. Ça a été confirmé par d'autres études, vous avez peut-être vu ça dans la littérature, l'étude EPICOV, qui a été faite au niveau national et qui a retrouvé ce surrisque d'infection dans des populations qui étaient moins favorisées. Deuxième point, inégalité sociale et l'évolution de la maladie, c'est un cours d'analyse. Et là, je vous donne un exemple de recherche. Quand vous faites de la recherche, vous n'êtes jamais à l'abri qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre qui fasse la même chose et qui vous le sorte juste sous le nez. Et là, ça date d'hier. L'adresse, qui est un organisme institutionnel qui est chargé de la statistique publique, vient de sortir un papier qui s'intéresse au surrisque d'hospitalisation et de décès en fonction de différents critères. Qu'est-ce qu'ils viennent de montrer? Ils viennent de montrer que les plus âgés ont plus de risques d'être hospitalisés pour le Covid et de décéder. C'est pas une nouvelle. Je vous ai mis ça entre parenthèses pour fixer les idées aussi. Moi, je suis très agacé quand j'entendais à la télévision qu'on mourait du Covid, que c'était extrêmement dangereux, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas nuancé, donc c'est faux.
L'âge médian des personnes qui sont décédées depuis le début du Covid, c'est 82 ans. La moitié avait plus de 82 ans, la moitié avait moins de 82 ans. On peut dire que c'est jeune, hein. Bon, c'est pas la même chose que quand on regardait la télévision et qu'on voyait des gens de 30 ans mourir. Bien sûr qu'il y en a, mais ils sont rares. Le taux de mortalité chez les 35-50 ans, il est de 3%. 3% chez les 35-50 ans. Il est de 13% chez les 60-70 ans. Et 32% chez les 80 ans. Donc on a bien mis en place toutes ces actions depuis le début du Covid pour, en premier lieu, protéger les populations les plus fragiles. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas le faire. Mais c'est ça qu'il faut dire. Et les jeunes de 20 ans, le Covid n'était pas un problème. Je parle au niveau populationnel. Vous trouverez toujours un individu qui en est mort. Mais c'est pareil avec la varicelle. Probablement qu'avec l'herpès, il y a des gens qui en meurent en France chaque année. C'est vrai pour toutes les pathologies. Donc soit on regarde avec une focale individuelle, soit on regarde avec une focale populationnelle. Et donc en termes de perspective, on va étudier le lien entre la défavorisation et le pays naissance et la mortalité. Donc ça, c'est un projet qu'on a avec Santé publique France. On va regarder si le fait d'être né à l'étranger est un facteur de risque. J'ai oublié de vous le dire ici, mais c'était le dernier résultat de l'ARES. La probabilité de décéder et d'être hospitalisé pour Covid, elle est plus grande quand on est né en Afrique que quand on est né en Asie. Et ce n'est pas des raisons génétiques. On va aussi travailler sur le lien entre la défavorisation et la vaccination. Mais ce que ce travail a montré, ce sur quoi je veux insister, c'est qu'on a peu de données sociales qui sont combinées à des données de santé en France. C'est extrêmement difficile d'avoir des données sociales avec des données de santé. Il n'y en a pas dans les dossiers médicaux. Je vous mets au défi, comme médecin, vous vous demandé votre niveau d'études. Votre niveau de revenu. Le niveau de revenu, je m'en fiche, mais votre niveau d'études, c'est extrêmement important. Ne serait-ce que sur la façon dont on s'adresse aux gens. On ne s'adresse pas de la même façon, on n'utilise pas les mêmes mots, on parle de littératie en fonction du niveau d'éducation des personnes à qui on s'adresse. Et on n'a pas ça dans les dossiers médicaux. Et donc on a eu plus de 18 mois pour avoir les données, et donc évidemment on a un retard en France dans notre capacité à étudier et analyser l'épidémie au regard des conditions de vie. Et on a été vraiment mauvais par rapport à ce qui s'est passé ailleurs. Et donc juste de manière très rapide pour finir, à quoi ça sert ça? J'espère que ça montre que les inégalités sociales, c'est un problème majeur de santé publique. C'est pas un truc auquel il ne faut pas s'intéresser. Ça montre aussi que ça se construit très tôt dans la vie. Donc quand on parle, si aujourd'hui un médecin vous parle de votre santé, si moi on me demande quel est mon état de santé aujourd'hui, mon état de santé c'est la résultante de choses qui se sont accumulées et passées depuis le début de ma vie. Il y a plein de mécanismes qui expliquent ces situations-là. Nous, on parle de cause proximale, de cause fondamentale. Et donc, c'est important de disposer d'informations qui nous permettent de reconstruire finalement la vie des gens depuis des années. Et c'est extrêmement difficile d'avoir ces informations-là. Un point important, en tant qu'épidémiologiste, je ne suis pas déterministe. Je ne suis pas en train de dire que parce que vous avez eu une situation difficile pendant que vous étiez enfant, vous allez avoir un cancer à l'âge de 50 ans. Je dis que la population qui a été exposée à une adversité a plus de risques de... Je suis probabiliste. D'accord? C'est important, parce que souvent on nous accuse de faire de la prédiction individuelle. Non. Je fais de la prédiction à l'échelle populationnelle. Et on peut faire de la prédiction très très juste à l'échelle populationnelle. Durkheim, quand il a travaillé sur les suicides, il a prédit les taux de suicide par groupe social. Par contre, il ne savait pas qui dans ces groupes allait suicider. C'est toute la difficulté du passage de l'individuel à la population. On a besoin de développer des accès à des données variées et de permettre des croisements. Et donc moi, contrairement à tout ce que j'entends, quand on me dit qu'on est à l'époque du Big Data, on est à l'époque du Big Data pour des données biologiques, omiques, génétiques. Pas du tout dans l'ère du Big Data en nous permettant de croiser des données cliniques avec des données environnementales, par exemple. C'est beaucoup plus compliqué. Et bien sûr, c'est une approche interdisciplinaire. Donc, il y a de la santé dans toutes les politiques. Donc ça aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure sur les déterminants, la santé, ce n'est pas que le soin. C'est beaucoup plus large que ça. Et donc, on a certains éléments dans l'environnement, la pollution, la cohésion sociale, la perception du contrôle social du quartier, la peur du crime, tout ça, je vous le liste parce que ça a été retrouvé dans la littérature comme étant associé à l'état de santé. Ça peut influencer le fonctionnement biologique. Donc théoriquement, c'est des cibles pour les décideurs politiques. Et on peut se demander pourquoi les décideurs politiques ne s'amusent pas à aller travailler sur la cohésion sociale, sur la peur du crime, sur les équipements du quartier. Une des raisons,
c'est que, en tant que chercheur, on leur dit quel est le problème, on ne leur dit pas quelle est la solution. Et ça, c'est un changement de réflexion important en termes de santé. Vous voyez, nous, quand on fait de la... Je vous ai mis les niveaux d'analyse en termes de recherche, on peut partir du gène jusqu'à l'écosystème, et on peut aller ici de documenter le problème à aller jusqu'à optimiser les systèmes de mise en œuvre pour interagir. Et en fait, nous, en épidémio par exemple, on est très très bon ici, la science des problèmes. On est très très bon pour dire le tabac, c'est risqué. L'alcool, attention. Voilà. Là, on a fait de la science des problèmes. Ce qui est difficile à faire, c'est de faire de la science des solutions, c'est-à-dire comment je réduis le tabagisme, comment je réduis la consommation d'alcool. C'est pas du tout la même chose. Et donc, si on va voir un politique et qu'on lui dit manger de la charcuterie, c'est dangereux pour la santé, comment on réduit cette consommation? Et ça pose des questions de comment on gère les lobbies, comment on intervient. Regardez juste ce qui se passe autour du Nutri-Score en ce moment. Donc, intervenir n'est pas du tout la même chose que d'avoir identifié un problème. Et un dernier point, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, on utilise un terme dans notre milieu, on parle d'universalisme proportionnel. C'est quoi ça? C'est qu'en fait, il faudrait normalement intervenir sur tout le monde, mais pas avec la même intensité. Et que donc il faut adapter le niveau d'intervention aux besoins des gens. J'ai une figure pour vous expliquer ça qui parle d'elle-même. À gauche, vous avez une approche d'égalité. Vous voyez, vous avez, on peut imaginer que c'est un papa avec ses enfants, par exemple, avec une ado, un enfant plus petit, papa qui est là. Ils veulent tous regarder le match de foot. Ils sont derrière une palissade. J'ai 3 blocs. L'égalité, c'est donner un bloc à chacun. J'ai rien réglé. J'ai rien réglé. Là, elle a du mal à voir au milieu, lui, il voit rien, et lui, il voyait déjà, et il voit encore. Ça, c'est une approche purement égalitaire. Je donne la même chose à tout le monde. La deuxième, c'est une approche équitable. Je donne 2 caisses à l'enfant qui puisse voir, une caisse ici, et sur cette intervention-là, je n'ai pas besoin d'intervenir pour le moment. Il y a encore une autre intervention, qui est celle de justice. Au lieu de travailler sur comment je peux passer par-dessus la palissade, je peux supprimer la palissade. Donc ça, c'est une notion d'universalisme proportionnel. C'est extrêmement compliqué à mettre en place quand on parle de santé. Rappelez-vous ce que je vous ai dit du Covid. On a tous été confinés. On a tous été confinés au mois de mars et avril. Sauf qu'il y a des gens qui ont une maison avec un jardin. Il y a des gens qui sont partis dans leur maison secondaire. Il y en a d'autres qui vivent avec des enfants qui avaient un handicap, par exemple l'autisme, et qui vivent dans 10 mètres carrés. Et ils n'avaient pas le droit de sortir, au même titre que nous. Faire de l'universalisme proportionné, c'est dire ok, on est tous confinés. Mais par contre, les gens qui ont telle situation, ils ont droit à 1 heure de plus de sortie. Imaginez qu'on passe à ça. Je peux vous dire que ce qui est très compliqué, c'est qu'on pressent que dans le domaine de la santé, beaucoup de gens râleront, et en particulier ceux qui sont favorisés, parce qu'ils considèrent que ce n'est pas égalitaire. Et donc ça, c'est une question que je vous pose. Je n'ai pas la réponse. Je sais que c'est extrêmement compliqué de développer ce type d'intervention. Et donc ça pose des questions. Et donc quand on discute avec les décideurs politiques, c'est compliqué. Dernier point, ce que je vous ai dit là, c'est un rôle important dans le système de santé. On a des fois l'impression que quand on parle d'inégalité, ça concernera par exemple un médecin. C'est important parce que ça montre qu'il y a des rôles majeurs de conditions de vie sur la santé. À quoi ça peut servir? Aujourd'hui, on est très content du fait que quand on va à l'hôpital le matin, on rentre le soir. L'ambulatoire, c'est génial. C'est génial quand les conditions de vie dans lesquelles vous êtes, elles sont bien. Si l'environnement dans lequel vous vivez participe à créer votre maladie, si on vous remet dans cet environnement très vite, on va aggraver les inégalités. Donc on pourrait imaginer des durées de séjour qui soient modulées en fonction des conditions de vie. Imaginez si on fait ça, universalisme proportionnel. Imaginez si on fait ça. Deuxième point, en termes de prévention, bon ça je vais vous montrer que c'était utile, mais en termes de prise en charge, le fait d'avoir un système physiologique, biologique qui est modifié par son milieu de vie, on est en train de s'apercevoir que certains traitements pourraient avoir des performances différentes en fonction des groupes sociaux auxquels on les donne. Et donc on s'aperçoit par exemple que l'efficacité des antidépresseurs est moins bonne quand on le donne à des personnes qui ont eu des adversités durant l'enfance. On se demande si le taux de cortisol qui est au plafond, si le taux de sérotonine ne serait pas différent en fonction du trauma qu'ils ont eu. Et donc probablement qu'on pourrait réfléchir à adapter les traitements, voire à les réduire parce que peut-être en termes d'effets secondaires c'est plus grand. On a des rémissions fonctionnelles avec les antidépresseurs qui ne sont pas du même niveau en fonction des groupes sociaux. Là vous voyez c'est en fonction de l'exposition à un stress avant l'âge de 18 ans.
Et chez les souris, de manière très très récente, alors là c'est vraiment de la recherche. Le rôle des immunothérapies n'est pas du tout le même sur des souris qu'on a stressées et des souris qu'on n'a pas stressées. L'avantage avec les souris, c'est que je peux vous stresser, je peux ne pas la stresser et vous donner une immunothérapie. Les individus, je ne peux pas trop faire ça. Sauf que ça montre des résultats hyper importants. Aujourd'hui, vous êtes traité pareil. On est traité pareil. Alors, on a de la médecine personnalisée en fonction de certains marqueurs génétiques, mais elle n'est pas personnalisée. On fait toujours partie d'un groupe. On ne va pas avoir 67 millions de traitements spécifiques pour le cancer en France. On a des traitements qui sont adaptés à des gens qui ont la même caractéristique que moi. Peut-être que les caractéristiques sociales, c'est important. Et donc, ce qui, moi, je finirai là-dessus, est majeur, c'est que les ISS sont donc à prendre en compte par le système de soins, mais ça passe d'abord et avant tout par la collecte des informations sociales individuelles. Et dans l'équipe dans laquelle je travaille, on a beaucoup de soignants. Je peux vous dire que c'est la croix et la bannière pour leur faire admettre qu'il faudrait mettre dans leurs dossiers médicaux des caractéristiques sociales. On a des gens qui travaillent dans le monde du VIH, qui nous demandent les relations sexuelles que vous avez eues, comment, avec qui, par où. Ça ne leur pose pas de problème. Et par contre, demander le niveau d'études, c'est compliqué. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Des questions. Des remarques? Oui. Peut-être que vous voulez que je vous montre le micro? Non, il y a un micro là. On est démunis pour certaines choses, pas totalement. Pardon. Comme je dois partir tout de suite. Tu veux poser ta question en premier? Voilà, c'est presque une remarque. Je vous en prie. Quand vous avez parlé du système universel Alors le micro. proportionné, l'approche donc proportionnée, je me souviens que les services des commissariats de l'Ariège se plaignaient de recevoir dans les plaintes par téléphone pratiquement 90% de gens qui râlaient parce que le voisin il avait dépassé l'heure autorisée pour promener le chien. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Non, on n'est pas sorti de l'auberge. Je vous donne un autre exemple qui est peut-être moins caricatural, mais à l'école, par exemple, il y avait un vrai souci par rapport à la natation. On s'est aperçu que les enfants ne savaient pas nager, que, en tout cas, la proportion d'enfants qui ne savaient pas nager était plus élevée dans les milieux défavorisés. Et donc, dans certaines écoles, on a dit, très bien, comme on n'a pas la place pour tout le monde pour aller à la piscine, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord prendre les enfants de certains milieux pour leur apprendre à nager. Et dans des écoles où ils ont mis en place ça, il y a eu des réactions de parents qui ont dit « mais moi, j'invite mon enfant aussi à l'école, c'est une discrimination ». Et de fait, ça en est une discrimination. Donc ça pose la question de comment on peut intervenir en faisant de la discrimination positive. Voilà. Un autre exemple, c'est qu'il n'y aurait pas d'inégalité salariale entre hommes et femmes. On n'arriverait pas à la résoudre si d'abord on commençait pas par dire il y a une inégalité et donc on va obliger, discriminer de l'autre façon pour rééquilibrer. Donc c'est pas une question simple. Oui. Oui, bonsoir. Bonne fête, même si ça s'écrit pas pareil. Eh oui, merci, c'est vrai ce qu'on dit. En fait, c'est plus une demande. Vous avez passé assez vite et j'aurais aimé prendre en photo la diapositive qui montre la recherche des problèmes, la recherche des solutions. Enfin, la croix, voilà, c'est exactement, parce qu'elle me paraissait absolument magnifique. Vous l'avez passé très vite et je pense qu'elle est probablement très intéressante. Donc voilà, merci. Puis après, vous avez mis les questions évidemment à poser. Bravo pour vos recherches. Alors, cette figure, c'est Louise Potvin, c'est une Québécoise. Au Québec, ils ont plus l'habitude que nous de développer la recherche interventionnelle. En France, la recherche interventionnelle n'est pas trop développée. On y travaille. Et donc, effectivement, elle a utilisé ce terme science des problèmes, science des solutions pour que ça fixe un peu les idées. Mais c'est vrai que quand vous allez voir un décideur politique et que vous lui dites, je sais pas moi, l'exemple typique c'est le tabagisme, le tabac pendant la grossesse c'est dangereux. On a montré vraiment à quel point les bébés ont gardé des séquelles toute leur vie. Et il vous dit mais qu'est-ce que je fais? Et là, c'est pas parce qu'on a dit que le tabac était dangereux pendant la grossesse qu'on a expliqué comment on pouvait intervenir sur des femmes enceintes pour les inciter à arrêter de fumer. Et donc en fait, c'est deux types de recherches différentes. Et pour ça, il faut investir dans la prévention.
Et aujourd'hui, la prévention, elle n'est pas aussi investie que le reste. Et donc ça explique qu'on ne soit pas très longtemps. Pardon aux autres de vous dire. Du coup, votre remarque m'a fait penser à ce que je voulais faire sur l'obésité. Est-ce qu'il n'y a pas un lien aussi avec une forme d'esthétisme? Vous parlez de quartier, de par effectivement la richesse du quartier par exemple, mais au-delà, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre du culturel? Je connais cette esthétique-là et donc je l'intègre. Bon, voilà. Par exemple, ça fait... Non, vous avez totalement raison. Je disais à un moment que ces recherches, elles devaient d'abord être interdisciplinaires avant tout. Et donc on a la chance, dans l'unité d'ailleurs, Anne est dans une équipe d'éthique, alors même qu'on travaille sur les inégalités, donc on se complète. Et donc, quand vous regardez la production sociologique, sciences politiques, ce que vous dites est démontré. Il y a une norme produite par l'élite que le reste de la population cherche à copier. Ça marche depuis très très longtemps. Et donc quand vous regardez ce qui se passe, d'abord ceux qui ont fumé, notamment chez les femmes, c'était plutôt les femmes qui étaient éduquées, elles étaient libérées, sauf qu'elles ont eu le cancer du poumon comme les autres avant les autres. Donc derrière, le reste de la population fait pareil. Quand le reste de la population a le même comportement que l'élite a changé de comportement. Ce qu'on voit aujourd'hui, très bien sur ça, c'est l'alimentation. Si vous écoutez certains types de médias, on a l'impression que tout le monde est végétarien, tout le monde est vegan, etc. En termes de proportion, c'est ridicule. Par rapport à la population qui continue de manger de la viande tous les jours, alors qu'on ne devrait pas, etc. Donc, cette norme dont vous parlez, elle est extrêmement importante. Et finalement, le fait de ne pas se vivre dans la norme est une forme de discrimination et de stress psychosocial. Et un des systèmes qui génère le plus de ce type de situation, c'est l'école. L'école, elle s'attend à ce qu'un enfant soit d'une certaine façon. À l'âge de 3 ans, un enfant, il doit être assis, il doit écouter, il doit demander la permission, il ne doit pas se lever, il ne doit pas courir, etc. Et ça, c'est très culturel. Il y a des cultures dans lesquelles les enfants ne sont pas élevés de la même façon parce que ce qui est valorisé n'est pas ce qu'attend l'école. Et donc, le contraste entre ce qu'attend l'école et un enfant, la façon dont un enfant a été éduqué, parfois, ça crée des distances et des hiatus qui peuvent expliquer des résultats en termes de santé qui sont moins bons. On a une thésarde qui vient de montrer que l'usure physiologique, là, que je vous ai présenté, on l'a mesuré chez des enfants, c'est lié à cet écart scolaire. On a demandé au prof s'il considérait que l'enfant qu'il avait en face de lui, il était soutenu par ses parents. Les enfants pour lesquels les profs ont dit qu'ils n'étaient pas soutenus, c'est les enfants qui ont le plus haut niveau d'usure physiologique. Donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe pour ces enfants à l'école? Est-ce que parce que le prof considère qu'il n'est pas soutenu, il le met de côté? Qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, ce que vous dites sur la norme est fondamental. Et elle est évolutive en fonction du temps, de l'espace, donc c'est parfois difficile à mesurer. C'est bon, Anne. Vous avez parlé de la collecte de données et de la difficulté que vous avez de connaître certains éléments de la vie des patients, en l'occurrence le diplôme. Alors moi je travaille en cancérologie et les patients qui viennent chez nous, tout nouveau patient, on a un certain nombre de données, la profession, s'ils sont mariés, divorcés, le nombre d'enfants, etc. Alors il y a des problèmes qui se posent, peut-être ça va répondre à votre question. Il y a des patients qui trouvent indécent ce genre de questions, disant que les personnes qui posent la question, ce sont les gens qui sont au niveau du bureau des entrées, et ils disent ça ne vous regarde pas, donc ils ne veulent pas répondre aux questions. Les personnes elles-mêmes qui interrogent ne connaissent pas la finalité de à quoi servent ces données. Et donc, du coup, je comprends votre difficulté, mais je ne vois pas trop comment, au niveau d'un établissement hospitalier, on peut avoir ce genre de données dont vous avez besoin. C'est totalement vrai. Je ne sais pas dans quel établissement vous travaillez, si c'est par exemple au CHU, mais au CHU. Alors en Copole, donc Jean-Pierre Delors est bien au courant de l'importance de créer un questionnaire pour récupérer ces informations-là. Parce que quand on utilise les données de catégories socio-professionnelles, parce que c'est ça qu'on peut avoir, on a 40% de données non renseignées. Donc on peut rien faire avec.
Et donc, vous avez analysé la situation, la problématique, pour moi, de la meilleure des manières. Je ne suis pas du tout sûr que ce soit au bureau des entrées de poser cette question. Et moi-même, quand je fais ces topos, j'ai souvent entendu des gens qui, au début, ne comprenaient pas à quoi ça allait servir, et à la fin, qui me disent « mais pourquoi on ne me demande pas ça ?» Parce que quand on leur a expliqué à quoi ça sert, quand on leur a expliqué que derrière, il y a des inégalités qui peuvent jouer contre eux, tout d'un coup, il y a un intérêt à donner l'information. Et donc, moi, je crois que si on doit demander l'information directement aux gens, c'est aux médecins de le faire, aux soignants de le faire, en expliquant à quoi ça va servir. Par contre, je ne suis pas certain, vu tout ce qu'on va faire les soignants, qu'il faut en plus charger la barque à leur demander ces informations-là. En France, on a un numéro de sécurité sociale. Ce numéro de sécurité sociale, il peut être croisé avec tout type de fichiers. En théorie, vos impôts, les miens, avec par exemple les données de recensement, où on a le logement, le nombre de pièces, le nombre de personnes qui vivent. L'INSEE utilise ça. L'adresse, là, ce que je vous ai présenté, mais c'est pas posé de question. Elle a croisé les données de Civic avec un truc qui s'appelle Fideli. Fideli, c'est nos données d'impôts. Sauf que l'adresse a eu le droit de le faire, et nous, on n'a pas le droit de le faire. Et donc là, on n'a pas besoin de demander aux soignants de récupérer l'info, on l'a par une autre base. Donc moi, je crois que la solution à terme, ce sera que dans le domaine de la recherche, on ait le droit de faire ces croisements avec toutes les garanties, y compris des garanties pénales, comme le secret médical. Je trahis l'utilisation, je ventole. Mais par contre, la possibilité d'utiliser ces informations-là, de les croiser, me semble être la solution parce que les soignants, ils ont autre chose à faire. Et donc, comme aujourd'hui, on a toutes ces bases, on pourrait les croiser. Et donc, je peux vous dire qu'on travaille d'arrache-pied pour arriver à croiser ces bases, parce que ce qui est rageant, c'est que Google le fait. Voilà. Avec les données de téléphone portable, ils ne se font pas chier, entre guillemets, passez-moi l'expression, à demander la permission. Parce que quand on a installé l'application, on a dit oui par défaut. Tout le monde ne va pas regarder, moi le premier, qu'est-ce qu'il y a écrit en bas. Et donc, en fait, je pense que la solution vient dans le croisement des bases de données, tout en expliquant aux gens à quoi ça peut servir, que ça leur est utile pour eux, et en sécurisant au niveau de l'utilisation des données pour pas qu'il y ait de listing qu'on puisse utiliser contre les gens. La difficulté qu'on a en France par rapport à nos voisins, c'est qu'on a une antériorité. On a utilisé ces fichiers pendant la Seconde Guerre mondiale pour aller repérer des enfants juifs, des personnes juives, et pour après. Donc les gens ont peur, particulièrement en France, pour cette raison historique, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais moi, j'ai vraiment eu le sentiment pendant le Covid que je n'ai pas pu aider la population comme j'aurais dû le faire en tant que chercheur, fonctionnaire de l'État. J'ai une question. Est-ce qu'il y a des travaux qui ont été faits sur les effets sur la santé à long terme des agressions sexuelles répétées dans l'enfance? Dans les adversités que j'ai présentées ici, dans le travail sur l'adversité, on n'a justement pas étudié ces abus, non pas parce que ça ne sert à rien, mais parce que quand on demande à un adulte s'il a été abusé quand il était enfant, on sait qu'il y a des faux souvenirs. Donc c'est génial, hein, en termes de recherche, pas ce qui arrive, mais en termes de recherche sur le cerveau, être persuadé qu'il s'est passé quelque chose. Je vous conseille Boris Cyrulnik qui explique à quel point il a découvert 50 ans après que ce qu'il croyait avoir vécu quand il avait 6 ans était faux. Ça ne s'est pas passé comme il l'a cru. Il s'est vu dans un escalier, il n'y avait pas d'escalier, enfin bref, il y a plein de trucs comme ça où il est revenu. Et donc on n'a pas utilisé cette information. Sauf que dans des papiers dans lesquels la mesure elle a été prospective, ils ont clairement montré des effets massifs sur la santé, en particulier sur la conformation du cerveau, et notamment dans l'hippocampe, et notamment le récepteur glucocorticoïde. Quand ils regardent ce qui se passe, il y a une atrophie de certaines zones, l'amygdale est plus grande, l'hippocampe est plus petit, et il y a plus de récepteurs aux hormones de stress. Donc oui, les abus sexuels et physiques laissent des traces, et laissent des traces sur le long terme, voire même, là je parle au conditionnel, voire même sur plusieurs générations. Il y a des travaux qui commencent à montrer que sur 1-2 générations, il y a une sorte de transmission. On ne sait pas ce que c'est. Une transmission de caractère acquis, ça ramène à des vieux débats. Mais on observe des choses. Donc chasse les plantes, c'est montré. Mais on observe aussi des choses chez les animaux. Vous stressez une souris, vous lui faites sentir une odeur. À chaque fois qu'elle sent une odeur mâle, vous lui faites une décharge électrique. Ça finit par méthyler une zone de son cerveau spécifique.
Et sans même avoir rien fait sur la descendance, vous vous apercevez que la même marque, elle est sur la descendance sans avoir rien fait. Donc ça intrigue. Et d'ailleurs, ces souriceaux, quand vous leur faites sentir l'odeur, ils partent comme s'il y avait une décharge électrique. Donc il y a des recherches en cours, mais oui, ça semble, sur une génération, il y a des effets importants sur le fonctionnement du cerveau. D'autres questions? Alors, je remarque sur ce que vous avez dit, que je trouve intéressant, c'est le fait que vous ayez montré des données qui concernent des régions riches ou pauvres, enfin, ou par quartier. Effectivement, sur toutes les données qui ont été diffusées, c'est par département et ou c'est par région. Et on voit pas dans la Haute-Garonne la différence entre le quartier du Dirac et le quartier du centre-ville. On pourrait imaginer que les différences sociales soient importantes. Donc, en tant que statisticien, je reconnais que ça serait plus utile d'avoir des visions plus localisées par type de quartier. À Paris, on peut l'avoir peut-être parce qu'il y a Paris et des départements comme la Seine-de-Saint-Denis où il y a des différences sociales fortes. Et par ailleurs, je trouve dommage qu'un organisme comme l'OMS ne soit pas capable d'avoir une analyse qui utiliserait beaucoup plus de données mondialement pour analyser une maladie qui est une pandémie et qui concerne le monde entier, c'est-à-dire pouvoir faire des comparaisons des zones et aussi plus globalement des pays et des continents pour avoir plus de données pour les cas rares. Sous-entendu, en tant que statisticien, ce que je dis, c'est que vous avez des configurations qui peuvent être, en croisant certaines informations, vont vous montrer des profils particuliers, et les profils particuliers, plus on a de données, mieux on a de chances de retrouver des profils qui ressemblent, y compris de l'autre côté de la planète. Donc, je dirais des Argentins ou des Sud-Africains ou des Australiens qui ont les mêmes profils, pourquoi ne pas les mettre ensemble pour voir quelles sont les particularités par rapport à des soucis épidémiologiques, puisque on a une pandémie et que pratique. C'est la même maladie qui a concerné tout le monde. Deux choses. Les données de l'OMS sur la dimension des inégalités sociales, c'est compliqué, parce que, comme vous le savez, l'OMS reçoit les données que les pays leur donnent. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, sur la Chine, on n'a que des données qui sont données. Donc, premier point, effectivement, on a du mal à avoir les données précises, et en particulier sur les données sociales. Et pourquoi on a présenté aujourd'hui, pourquoi j'ai pu vous présenter des résultats sur les quartiers, sur les iris, sur les zones un petit peu petites, je rebondis sur ce que vous disiez, c'est parce qu'au bureau des entrées, on va vous demander votre adresse. Et que grâce à votre adresse, on arrive à faire des travaux. Mais imaginez si on ne demandait pas l'adresse. Et les gens, quand on leur demande leur adresse, parce qu'on va leur envoyer un courrier, ils disent rien. Et grâce à l'adresse, on arrive à attribuer un niveau social. Mais si on n'avait pas cette information qui était demandée de l'adresse, on serait obligé de travailler à la hauteur du département, ce qui a été montré au début, ou de la commune, qui ne veut pas dire grand-chose. La commune de Toulouse, voilà, ça ne veut pas dire grand-chose. Exactement. Pourquoi il serait nécessaire que ce soit public, que ce soit visible par le grand public, de savoir qu'il y a une égalité entre quartiers et que ce n'est pas le département qui est l'unité qui définit qu'on a plus de risques dans la Haute-Garonne que dans le Tarn. Je dirais c'est trop grossier. Alors qu'il y a sûrement, comme vous l'avez montré, des différences entre des zones qui sont socialement très différentes à l'intérieur d'une même ville ou de même département. Après, ça pose la question plus large de la communication. Et là, je ne sais pas quoi faire. Depuis 2 ans, on a été sollicité. Moi, j'ai jamais été autant sollicité par les médias que depuis 2 ans. D'accord ? Et la question, c'est de savoir comment on va toucher les gens qui sont le plus loin de cette information-là. Et je ne sais pas y répondre. On est allé sur France Culture, les gens de France Culture, ils étaient globalement au courant. On a fait une tribune dans Le Monde, personne de mon entourage m'a dit qu'il y avait une super tribune parce qu'ils ne le lisent pas. Donc en fait, ça m'a vraiment fait réfléchir, moi, sur les canaux de communication. Et si on veut vraiment toucher la population générale, si ça veut dire quelque chose, je ne sais pas comment on s'y prend. Hier, j'étais à Paris, le PDG nous dit, vous devriez aller sur BFM, sur RMC pour pouvoir parler à tous les gens. Ouais, mais vous ne pouvez pas en placer une en face de vous, la nuance est mise de côté.
La charge, c'est celui qui est, c'est moi sur place qui vais la prendre quand je ne vais pas pouvoir en placer une et qu'on va utiliser ce que j'ai raconté. Donc, ça pose plein de questions sur comment on arrive à communiquer et comment on arrive à toucher ceux qui sont les plus loin. Ce soir, je suis persuadé que vous étiez déjà au courant. Et finalement, les gens à qui on va parler d'inégalité, qui vont dire que c'est des conneries, ceux-là, j'aimerais aller les prendre un par un pour les convaincre. Je ne sais pas où ils sont, je ne sais pas comment les toucher. Je sais où ils sont, je ne sais pas comment les toucher. C'est juste une remarque. Il y a d'autres personnes qui travaillent dans ces domaines de recherche-là. Il y a des chercheurs en communication, il y a des chercheurs en... Ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux deux types de recherche, que prouver les choses c'est une fête, mais c'est un fait, mais après il faut le diffuser. Il y a bien des chercheurs qui travaillent dans la diffusion de ces informations. Dans le marketing social, par exemple non, mais bien sûr. Mais je pense qu'il y a eu des difficultés qui étaient que nous, au départ, ce n'était pas des disciplines qu'on allait regarder. Et après, il y a aussi, on s'est rapproché de sciences de l'éducation au Mirail. Sciences de l'éducation au Mirail, aujourd'hui, c'est beaucoup de pédagogie dans le cadre de l'enseignement. Mais il y a probablement des choses à développer, notamment, je pense, en marketing social, y compris dans nos unités, pour pouvoir réfléchir à ça. Mais je pense que c'est un vrai problème d'interdisciplinarité. Dans nos unités, on n'a pas d'historien des sciences qui nous permettent de nous expliquer comment les choses se passent. Des politistes, c'est extrêmement rare quand on va en parler avec eux. Et marketing social, quand on parle des fois de ça dans les labos, on est en train de nous dire ah, mais c'est le grand Satan à qui vous allez parler parce que vous nous niveau marketing. Sauf que, objectivement, qui a réussi à toucher tout le monde sur la planète? Ou une grosse masse Coca-Cola, McDo, les producteurs de tabac, on peut dire qu'en termes de... Non, mais ils sont forts en termes de communication pour arriver à aller toucher les gens. Il y a probablement des choses à apprendre de vous, c'est vrai. Du point de vue Covid, le Covid sur Toulouse ou sur la Haute-Garonne, c'était assez uniforme ou bien c'était assez hétérogène? Sur Toulouse, on a observé les mêmes, dans les métropoles, Toulouse en fait partie, on a observé les mêmes types de phénomènes que ce que je vous ai montré. Des risques d'incidence qui étaient d'abord dans les quartiers les plus favorisés, puis après par contre, une surincidence dans les quartiers défavorisés. Et donc ça s'explique pour les mêmes mécanismes. La densité en premier, et après les métiers qui vous exposent à des contacts. Donc on a les mêmes phénomènes dans les grandes villes de France que ce que je vous ai montré là. Là où c'est différent, c'est les campagnes. Et on ne sait pas trop bien expliquer. Dans les campagnes, quand vous êtes à 30 bornes d'un test, vous n'allez pas faire un test pour n'importe quoi. Et donc, il y a probablement aussi des phénomènes comme ça qui, quand je me déplace pour aller faire un test, et que ça me coûte, c'est probablement parce que j'ai quelque chose de particulier. Si vous hésitez, ben peut-être que vous n'allez pas aller alors que vous êtes en centre-ville et qu'en bas de chez vous, vous avez une possibilité, vous le faites. Il y a aussi des phénomènes comme ça qui peuvent expliquer les résultats. Mais là, c'est compliqué, je reboucle sur ce que je disais tout à l'heure, c'est très très compliqué d'avoir accès à ces informations-là. On a besoin d'études qualitatives, de sociologues par exemple, d'ethnologues, qui vont aller demander aux gens pourquoi ils ont fait un test. Parce qu'il me semble que du côté de Saint-Gaudens, là, il y a eu des foyers de Covid qui ont surgi un peu sans savoir pourquoi. Alors en fait, ce qu'on a vu, à Ariège par exemple, mais vous pouvez imaginer que c'est pas très loin de Saint-Gaudens, c'est qu'il y a eu des zones rurales qui ont été très épargnées au début de la première vague. Donc pour eux, c'était pas un problème. Le Lot, par exemple, au début, il n'y avait quasiment pas de cas. Puis tout d'un coup, on a vu arriver quelques cas, et là, comme pour eux, c'était pas un problème, les gestes barrières n'étaient pas forcément bien utilisés, c'était moins intégré, on a vu flamber des cas. Et donc ça explique qu'il y a eu une flambée en Lozère. Bon, après, quand vous regardez le nombre de cas, on parle d'une flambée, il y avait 10 cas à Mende, c'est pas la même chose qu'à Toulouse, mais c'est ces mécanismes-là, c'est qu'ils étaient vraiment dehors et protégés. Le confinement fait que sur la première vague, le virus n'a pas eu le temps de se propager dans ces zones-là. Quand il est arrivé en seconde vague, il n'était pas du tout prêt. Et une autre analogie aujourd'hui plus grande, c'est ce qui se passe à Hong Kong ou en Chine. Ils ont fait 0 Covid. Sauf que ça, sur des années et des années, c'est compliqué à tenir. Et là, il y a un Omicron qui arrive, qui est beaucoup plus contaminant, et là, on voit des flambées à Hong Kong et en Chine. Parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à contrôler ça. Et comme ils ne se sont pas du tout préparés sur les premières vagues, comme nous,
notamment en termes d'immunité ou de gestes ou de vaccination, ils ne se sont pas vaccinés autant avec les mêmes vaccins, ils se retrouvent aujourd'hui avec une flambée que nous on n'a pas. Vous nous avez dit tout à l'heure que dans votre travail de chercheur, c'est pour documenter le problème, donc mettre en évidence ces inégalités sociales de santé dont vous avez parlé, et ensuite vous avez parlé des solutions en disant qu'en fait les solutions, bien sûr, c'est pas à vous de les trouver, c'est donc aux politiques, si j'ai bien compris, en partie ou c'est aux chercheurs de leur proposer de tester des interventions. Voilà. Et dans les propositions que vous avez faites, vous avez donné un exemple d'une personne qui rentre en hospitalisation de jour, disons, l'augmentation des prises en charge ambulatoires par rapport à des prises en charge de long séjour ou moins de séjour. De long séjour ou moins de séjour. Et vous avez dit quelque chose qui m'a un peu interpellée, qu'en fonction de la difficulté sociale de la personne, de son environnement extérieur, quelqu'un qui serait donc dans un environnement pas très favorable, en fait il faudrait le garder, j'ai bien compris, ne pas le renvoyer immédiatement chez lui. Et là, moi, ça m'a un peu interpellée parce que je me dis, est-ce que vraiment la solution c'est de garder quelqu'un à l'hôpital parce qu'on n'a pas les moyens de le renvoyer dans un environnement qui lui conviendrait, sachant quand même qu'une journée d'hospitalisation c'est au bas mot 1500 €, garder quelqu'un à l'hôpital simplement parce qu'elle ne peut pas le mettre ailleurs, moi ça me choque un peu. Et je me dis, est-ce que plutôt il n'y a pas à réfléchir à des solutions alternatives qui permettraient peut-être de prendre en charge ces personnes-là. Mais moi, il me semble que les gens qui sont hospitalisés, il faut qu'ils soient hospitalisés pour vraiment une cause réelle de santé, pas parce qu'ils ont des problèmes sociaux ou de logement, ou de prise en charge à l'extérieur. Enfin, c'est mon point de vue, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'en pense plusieurs choses. Il y a longtemps à l'hôpital, les personnes âgées, on ne les gardait pas de la même façon que pour une même pathologie que les personnes plus jeunes, parce que le temps d'organiser les choses, ça prenait un petit peu plus de temps. Je suis bien d'accord avec vous que ce n'est pas forcément à l'hôpital de le faire. Mais aujourd'hui, dans l'état actuel de notre système de santé, on renvoie les gens chez eux. Ça, je sais que ce n'est pas bon. Quand je dis milieu social, je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui vit à la rue. Mais quand vous vivez loin du système de santé, que vous avez besoin d'une surveillance, quand vous avez un traitement en cancérologie qui nécessite d'être pas loin d'une réa, parce qu'un effet indésirable pourrait arriver, qui nécessiterait potentiellement une réa. Quand vous le renvoyez chez lui, cet individu qui est loin, qui n'a pas forcément sur place tous les systèmes, aujourd'hui, il faut bien trouver une solution. Aujourd'hui, on fait comme si ce n'était pas un problème et que le virage ambulatoire était bon pour tout le monde. Je pense donc qu'il faut poser la question de comment on organise le virage ambulatoire. Si j'avais une baguette magique, ce n'est pas à l'hôpital de le faire, mais de développer des structures de moyen séjour ou de long séjour, pas forcément à l'hôpital de le faire. Développer les maisons de santé avec de l'interdisciplinarité partout, avec des médecins qui seraient obligés d'aller travailler dans les zones où il n'y a personne. Vous voyez, ça fait... le problème c'est que ça pose tellement d'enjeux aujourd'hui que dans un premier temps, je pense que de réfléchir au fait que est-ce que oui, pour lui, c'est intéressant que je le renvoie de suite ou est-ce que je peux attendre encore 2-3 jours, le temps d'organiser les choses, le temps de bien m'assurer que les choses chez lui vont être mises en place, ce qui se fait d'ailleurs en pratique, ça se fait. Les durées de séjour, elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde, pour les mêmes pathologies. Ça veut bien dire qu'il y a d'autres facteurs qui viennent expliquer ça. Donc je pense que dans un premier temps, on pourrait y réfléchir. Et je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, dans le virage ambulatoire, les inégalités, elles ne sont pas citées. On a l'impression que par essence, c'est bien de renvoyer tout le monde chez soi. Donc, je peux comprendre d'où ça part, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout l'offre de soins autour de la zone dans laquelle on a envoyé la personne, plus que le milieu social, vous voyez, qu'il soit sans logement, c'est pas ça que je pensais. C'est vraiment à des zones dans lesquelles on n'a pas forcément les compétences autour pour s'assurer de la qualité du suivi, au même titre que quelqu'un qui pourrait rester en institution, quelle qu'elle soit, pendant quelque temps. Et donc ça pose tellement de questions sur le système de santé que je comprends pourquoi vous le dites. Mais il faut repenser la médecine,
dans son ensemble. Hein. Je veux dire, les médecins généralistes qui décident, pas que généralistes, parce qu'encore ils sont partout. Alors, les spécialistes, c'est encore pire, mais la distribution des médecins en France est problématique. Il y a quelques années, au Québec, ils ont travaillé sur l'interdiction du lieu d'installation, ils ont réduit les inégalités sociales de santé. Je continue de discuter avec des gens qui viennent toujours m'expliquer qu'en France, c'est pas ça qu'il faut faire. Toutes les publics montrent que c'est une connerie. Mais bon, l'ordre a d'autres logiques que la logique qu'on est en train de lui poser. Donc voilà, je sais que l'hôpital en a beaucoup et que je suis d'accord avec vous que c'est pas à lui de devoir assumer ça, mais renvoyer des gens sans réfléchir à quel est le contexte dans lequel ils vivent, c'est quand même problématique aujourd'hui. C'est ça que je voulais dire. D'autres questions? Faut qu'on y aille parce qu'on m'avait dit 8h30, non? On va pas y faire. Je crois que c'est... 3 minutes. On n'a pas résolu le problème, on a épuisé. Non, mais c'est un problème. Le système de soins, ça pourrait faire l'objet d'une présentation différente, je crois. On peut y passer 2 heures. Très bien. Merci à vous. Merci. J'espère que la captation aura marché et que ça va marcher. Vous n'êtes pas très nombreux dans la salle. Il est motivé. Ouais, mais il y avait des questions, c'est plus intéressant que de voir des cours de l'enfant à l'écran sans avoir aucune question.